Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions où aujourd'hui j'accueille le docteur Kimi Chappell. Kimi, bonjour. Bonjour. Et donc Kimi qui nous vient de l'université du Witwatersrand en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et le docteur Vincent Fernandez. Vincent, bonjour. Bonjour. Donc Vincent qui lui nous vient de Londres, du Natural History Museum of London, où il est le manager du CT scan, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok, donc voilà, une interview du confinement. Mais ça n'empêche pas la recherche d'avancer. Et donc, Kimi et Vincent viennent de contribuer à une. Donc, vous êtes les auteurs de cet article. Donc, voici vos noms ici. Un article qui décrit donc des œufs de dinosaures et pas des œufs, pas n'importe quels œufs, puisqu'ils contiennent des embryons et que ces embryons donc nous apprennent plein de choses sur la façon dont les dinosaures grandissaient. Donc on va commencer par une question toute simple. La sortie à Pâques, c'est voulu? Non? Quelle coïncidence? Quelle coïncidence! Non, vous avez vraiment spécifiquement demandé à ce que ça sorte pour le week-end de Pâques? Ouais. Waouh. Bah non, ouais. Pardon, vas-y Vincent. Non, il était prévu pourquoi début mars au début, un truc comme ça? Ouais, mi-mars, je crois. Ouais. Il y a quelques semaines. Donc. D'accord. On Et s'est vous dit avez c'était dans du coup, l'intérêt de tout le monde si on pouvait retarder de quelques semaines. d'accord. Et- Donc vous avez contacté spécifiquement Nature, enfin Scientific Reports, pour leur Oh. demander, hey, Ouais. À Pâques, ça se vendrait vachement mieux. Ouais, ils étaient contents. D'accord, d'accord. Donc c'est pour aider. Le but, c'est déjà parce que c'est drôle, j'imagine, mais c'est aussi d'aider un peu à la communication. Ouais. Je pense au début c'est parce que ça nous faisait marrer. Ouais. Je crois que c'était surtout ça. D'accord. Ah, c'est dommage que le coronavirus soit passé par là, quoi. Du coup, il occupe un peu tout le temps d'antenne, quoi. Ok. Et ouais, donc question sérieuse. Question sérieuse maintenant. Bah déjà, on va peut-être commencer par des présentations parce que vous avez chacun des domaines de recherche qui sont quand même super intéressants. Donc, honneur aux dames, j'ai envie de dire. Kimi, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu tes recherches recherches que tu as fraîchement commencées puisque tu viens d'être nommé docteur. Félicitations. Ce Merci. sont félicitations publiques, voilà. Ouais, donc moi je travaille principalement sur Massospondylus, donc c'est un sauropodomorphe d'Afrique du Sud et du Lesotho et du Zimbabwe. Et pendant ma thèse, j'ai fait plusieurs choses dessus, notamment surtout je regardais la croissance de Massospondylus, les crânes, la locomotion, etc. Et maintenant pour mon postdoc, je regarde un peu plus sur l'évolution des crânes des sauropodomorphes et et s'il y a une relation entre l'évolution des crânes quand on va des sauropodomorphes jusqu'aux sauropodes, et s'il y a une relation entre ces changements et la croissance des crânes de Massospondylus. D'accord, donc c'est une étude du développement. En gros, Et ouais. d'accord. Et qu'est-ce qu'on observe du coup sur ces crânes? Quel genre Pour l'instant, de j'en ai aucune idée. Je viens de commencer. D'accord. Et donc, et toi, Vincent, tu es un expert en ichnologie et toute forme de traces et d'activités. Est-ce que tu peux nous parler? Oui, à mes heures perdues quand, quand je suis en train de scanner tout et n'importe quoi. Oui, du coup, mes questions de recherche sont orientées sur les terriers fossilisés d'Afrique du Sud, principalement, sur la fin du Permien au début du Trias, et notamment regarder les Burrowcast, les moulages de terriers, où on va avoir la chance peut-être d'avoir l'occupant du terrier qui a été emprisonné.
comme ça avait été le cas pour le Trinaxodon et le Bromistega. Je me permets de le mentionner parce que je viens de faire une vidéo dessus. Donc, les abonnés en ont entendu parler il n'y a pas longtemps. Donc, celui qui avait fait le scan du terrier où il y avait l'amphibien et le Trinaxodon à l'intérieur, bah, voilà, c'est lui. c'est Vincent. Évidemment, c'est toujours un effort collectif. Il n'était pas tout seul, mais voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu cherches à trouver dans ces terriers? Est-ce que c'est... La question du départ, c'était... parce que quand j'avais fait mon postdoc en Afrique du Sud, la question de départ, c'était si on a des animaux qui ont été piégés dans un terrier, c'est un environnement qui n'a pas été trop perturbé. Il n'y a pas eu pas de prédateurs, pas trop de remaniements et tout ça. Donc, c'est potentiellement des endroits où on va avoir une très bonne conservation. Et du coup, dans les questions de mon postdoc, c'était de trouver, est-ce qu'on va pouvoir répondre à des questions sur les ancêtres des mammifères, les thérapsides, notamment sur est-ce qu'ils étaient couverts de poils ou pas, et comment ils se reproduisaient. Est-ce qu'ils pondaient des œufs? Est-ce qu'ils étaient ovovivipares ou est-ce qu'ils étaient ovipares? C'est toujours des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse et on espère pouvoir trouver ça dans un terrier. Et pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé ça. Mais j'essaye plus d'orienter la recherche sur le côté stratégie de survie à des environnements particulièrement inhospitaliers, très secs et tout ça. Donc, utiliser le terrier comme endroit plus humide, moins fluctuant en température, et est-ce que ça a aidé les ancêtres des mammifères à passer les diverses crises biologiques vers la fin du Permien et le début du Trias. D'accord. Ouais. Et du coup, ça t'a aussi insidieusement conduit à étudier plein d'œufs. Donc, tu as notamment été auteur d'une étude sur les plus vieux œufs à coquille dure, c'est ça? Qu'est-ce que c'était Des œufs de lézard. Ah oui. C'est des œufs c'est les seuls œufs de lézard avec des embryons qu'on connaît. Et donc, c'est ce que j'avais étudié pendant ma thèse. Et c'est justement parce que j'étudiais... j'avais ces œufs-là qui étaient l'objet principal de ma thèse. Parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était. Ils étaient très bizarres, ces petits œufs. Et c'est parce qu'on n'avait jamais vu, parce que les œufs de lézard sont très mal connus, notamment dans le registre fossile, qu'on ne savait pas trop. On était un peu perturbé par ces fossiles. On pensait que c'était des dinosaures ou des oiseaux à la base. C'est complètement... Mais du coup, oui, donc j'ai étudié cela en détail, comme l'a fait Kimi sur ce papier, là, en sortant tous les os un par un et en les replaçant. Ouais. C'est long. C'est long, mais c'est gratifiant. Ouais, gratifiant. C'était super joli quand tu as fini, Note. Mais ouais, du coup, c'est pour essayer de valider la technique, j'ai scanné plein d'œufs, et des œufs avec... où on ne savait pas s'il y avait quelque chose, des œufs où on savait qu'il y avait quelque chose, différents types de préservation. Et c'était pour voir est-ce que la technique qu'on utilise au synchrotron marche tout le temps. Et est-ce qu'elle arrive à résoudre des cas où on n'arrive pas à scanner les œufs avec des machines de laboratoire. Et du coup, j'ai commencé par ça, et parce que j'étudiais des fossiles qui étaient cachés dans des œufs, que ça a donné l'idée à Bruce Rubidge à l'université du Witwatersrand de me prendre en postdoc pour faire la même chose mais plus grand, trouver des animaux qui étaient cachés dans leur moulage de terrier. D'accord. Puisque tu as mentionné les œufs embryonnés, je vais poser la question à Kimi. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, tu as décrit des nouveaux, des nouveaux, non pas spécialement nouveaux, ça faisait depuis les années 70, c'est ça, qu'on les avait découverts, ces œufs de Massospondylus. Donc c'est pas spécialement nouveau, mais c'est l'application de la technique de scan par synchrotron qui est nouvelle et qui t'a permis de voir ces embryons avec un œil nouveau, si je puis dire. Du coup,
qu'est-ce qu'on connaît à propos des œufs de dinosaures? Parce que enfin, je sais pas, quand on parle d'œufs de dinosaures, on visualise évidemment. Bon, on visualise d'abord Jurassic Park, ok. Mais voilà, qu'est-ce qu'on sait des œufs de dinosaures en fait? Voilà. Et en quoi, c'est juste pour remettre en contexte en quoi ce que tu as fait apporte finalement déjà à ce qu'on connaissait avant. Donc, en général, sur les œufs de dinosaures, tu veux dire, ou bien sur ces œufs-ci en particulier? Bah, ouais, en général, d'abord, est-ce qu'on connaît beaucoup de choses sur les œufs de dinosaures? Est-ce qu'on a déjà trouvé beaucoup d'œufs embryonnés avant ça? Ouais, il y en a pas mal, surtout qui viennent de Chine. Et nous, ici en Afrique du Sud, on en a, je sais pas moi, une soixantaine maintenant des œufs. Ah Après, oui? s'il y a des embryons dedans, on ne sait pas encore. Euh, faut qu'on les scanne. Il y a un nid, par exemple, de 34 œufs qui est au Canada en ce moment, qui va revenir en Afrique du Sud. Et on ne sait pas s'il y a des embryons dedans ou pas. Donc ça, on verra. Mais ouais, sinon, des œufs de dinosaures, il y en a pas mal. Ouais, comme j'ai dit, surtout en Chine. Après, il n'y en a pas énormément qui ont été scannés. À mon avis, parce que ils sont très très petits, les embryons. Donc, comme dit Vincent, les scanners de laboratoire, ça ne fonctionne pas toujours pour ce genre de choses. Mais il y a déjà eu des articles, par exemple par Varikyo, qui a regardé un squelette d'embryon de dinosaure. Mais pas le crâne. C'était juste le squelette, pas le crâne. D'accord. Non, parce que quand on parle d'œufs de dinosaures, généralement, bah déjà en France, on visualise Aix-en-Provence, qui ont énormément d'œufs, mais ils n'ont jamais rien trouvé dedans, du moins pas que Mm. je sache. Non, ouais. À moins que vous ayez des infos exclusives, mais Non. donc il y a Aix-en-Provence et le sud de la France où on trouve énormément d'œufs, mais rien du tout dedans. Et après, il y a effectivement la Mongolie, la Chine, où ils trouvent des œufs, mais c'est tout du Crétacé. Il y a le Et Portugal aussi. il y a le Portugal, bah Ouais. ouais, Ils Jurassique, ont, ouais. ouais, ils ont Jurassique, aussi ouais. trouvé des nids. Ouais, à Lourinhã, pas loin. Ouais. Ouais. d'accord. Et il y a des embryons dedans? Mhm, Les D'accord, théropodes. mhm, d'accord. Et après, il y a l'Amérique du Sud qui est très connue. Enfin, il y a l'Amérique du Nord où ils ont quelques œufs aussi avec des embryons, des Mayasora notamment. Ouais. mhm. Donc c'est du Crétacé aussi. Et l'Amérique du Sud, c'est du Titanosauridé, donc c'est Crétacé aussi. Donc voilà, qu'est-ce Et que toi t'es il y a les œufs de Musaurus aussi. Musaurus? C'est un sauropodomorphe Musosaurus. aussi. D'accord. Non, Musaurus, je crois. C'est Musaurus? Ouais. Et c'est un sauropodomorphe aussi. C'est assez vieux. C'est à peu près du même âge que Massospondylus ou... Ouais, environ, ouais. D'accord, on est de quel âge du coup? 200 millions-ish. 200. 195 millions. D'accord, donc sur quoi tout début Jurassique? Tout début Jurassique. Donc ça c'est quoi? C'est le plus vieux qu'on a? Il y a pas d'œuf avant ça? Donc, il y a aussi les œufs de Lufengosaurus qui viennent de Chine. C'est aussi un sauropodomorphe. Et ils sont probablement un tout petit peu plus jeunes. Donc, ouais, ceux de Massospondylus, ce seraient les plus vieux ou au moins parmi les plus vieux du monde. D'accord. Ouais. Donc ceux d'Afrique du Sud. Yeah. Yay! D'accord. Et ces œufs, ils ont quoi comme caractéristiques comment on sait qu'on a découvert un œuf? Parce que tu dis on a une soixantaine d'œufs, mais comment on sait qu'on a découvert un œuf en Ils Afrique sont du Sud? très ronds. Ils sont très ronds et en général, il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre. Il y en a encore d'ailleurs, si on va au site où ils ont été trouvés, ces œufs-ci en particulier, il y en a encore des œufs qui sortent de la falaise. Et en général, ils sortent pratiquement entiers, donc ils sont environ 7 cm de diamètre. Et c'est une espèce de boule qui sort comme ça. D'accord. Donc c'est un nodule. Ouais, Et est-ce qu'ils sont en nid ou tu disais qu'ils sont en paquet, donc c'est des ils sont nids, en c'est nid en général, ouais. Ouais. d'accord. Donc il y avait un article par Robert Rice dessus, justement, qui est sorti en 2012, qui a regardé ce nid en particulier, donc ce site en particulier à Golden Gate, et ils ont trouvé plusieurs nids superposés et l'un à côté de l'autre aussi. Et donc il y a une D'ac- question de fidélité des Massospondylus qui revenaient chaque année pour pondre leurs œufs au même site. D'accord. Donc ouais, un peu la même chose que ce qu'on trouve dans le sud de la France. Ouais. D'accord.
Et justement, les premières études qui avaient été faites sur Massospondylus, est-ce que tu peux nous en parler, notamment sur la posture? Sur ces aussi, ouais, donc le premier article est sorti en 2005, aussi par Rice et al. Et ils ont regardé les, les, euh, les changements de proportion entre, par exemple, le fémur et l'humérus, les bras, les jambes, etc. Et ils ont trouvé que apparemment les bras devenaient plus courts euh, quand Massospondylus grandissait. Donc ça voulait dire que, par exemple, quand ils étaient petits ou quand ils éclosent, ils marchaient sur 4 pattes. Et quand ils grandissent, ils commencent à marcher sur 2 pattes. Euh, donc ça, c'était en 2005. Et ils ont utilisé les embryons dans cette étude aussi. Donc ils ont mesuré les petits os des embryons. Et là, ils ont trouvé que les embryons, ils marchaient à 4 pattes et pas à 2 pattes. Et après, en 2010, ils ont décrit les embryons en détail aussi. Donc ça, c'était les 3 grands articles sur ces embryons-ci avant le nôtre qui est sorti il y a quelques jours. D'accord. Et du coup, le vôtre, il apporte quoi? C'est quoi la grande découverte associée à votre article? Donc, oui, il y avait 2 côtés dans notre article. Un des trucs qui a changé, si je peux dire, c'est... donc, avant, on pensait que les embryons de Massospondylus, ils étaient morts juste avant d'éclos. C'est comme ça qu'on dit, oui. Alors que maintenant, quand on les a scannés, on a regardé tous les os qui étaient ossifiés déjà dedans. On a trouvé qu'en fait, il y a beaucoup d'os qui manquent, notamment dans la boîte crânienne. Et ils ont aussi 2 types de dents qui sont présentes. Et donc, quand on compare ça aux embryons d'animaux vivants aujourd'hui, comme les tortues et les crocodiles et les oiseaux, on a trouvé qu'en fait, les embryons de Massospondylus étaient beaucoup plus jeunes que ce qu'on pensait. Donc, ils sont environ à 60% de leur incubation, c'est ça. Donc, ils sont morts beaucoup, beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. D'accord. Donc, au lieu d'avoir des embryons qui étaient sur le point d'éclore, on a moitié moins que ça, presque, en fait. Presque, ouais. Ouais, d'accord. Donc, ça Et fait aussi, quelle taille, à peu près? Donc, les crânes, ils sont environ 2 cm. Ouais, comme ça. Wow. Ils sont tout Ah oui. petits. Et Massospondylus adulte? 5 mètres environ. L'animal entier? Oui, Pas le l'animal crâne. entier. Le crâne fait environ 35 cm. Ah oui. Dans un Donc, adulte. vous avez réussi à estimer un peu à quelle vitesse ça pouvait grandir? C'est-à-dire? Bah, Non, parce qu'on ne sait pas à quel âge ont les adultes, du coup. Ouais, voilà, quel âge ont les adultes? Combien de temps il leur faut pour atteindre l'âge adulte? Ouais, donc, ouais, ça se complique un peu. Mais donc, un des plus grands adultes qu'on a, on estime qu'ils ont environ 25 ans, 24, 25 ans. D'accord. Ouais. D'accord, donc on n'est pas encore sur la croissance explosive des espèces plus tardives comme les grands sauropodes. Ça dépend si. Parce que là, le plus vieux, enfin le plus grand, qui aurait 25 ans, c'est une chose, mais ça dépend à quel. Comme la taille, ça augmente et puis après, ça plateau, c'est à quel moment ils arrêtent un peu. Enfin, ils grandissent moins vite. Ouais. Je sais pas s'il y a pas mal de matériel sur des juvéniles et tout ça. Il y a peut-être. Mais après, Ouais, donc c'était un des chapitres dans ma thèse, en fait. C'était l'histologie du développement de Massospondylus. Mais on n'a pas encore fini pour l'instant. Donc, Ah, donc bientôt. on finira par le savoir. Ouais. Bah, donc, un des trucs qu'on voit, et j'avais présenté à une conférence l'année passée, c'est on a ce qu'on appelle developmental plasticity, donc comme ils ont dans Plateosaurus. Donc, tu peux avoir des adultes ou des individus qui ont la même taille, mais ils n'ont pas le même âge, nécessairement. Donc, leur croissance ou la vitesse à laquelle ils grandissent, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel ils grandissent. D'accord. Et une différence au niveau des sexes aussi ou... Ça, on ne sait pas. Ouais. C'est pas facile de dire s'ils sont mâles ou femelles. Donc, D'accord. Donc, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est en fait les œufs eux-mêmes que tu as étudiés ont été découverts dans les années 70 et donc c'est seulement maintenant qu'ils sont étudiés. Alors, j'imagine que c'est un truc lié à la technique, quoi. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir les étudier. Donc, c'est là que je me tourne vers
Vincent, puisque Vincent est un expert dans la technique de CT scanning, donc d'utiliser les rayons X pour observer. Donc, déjà, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, dans les années 70, on ne savait pas quoi faire de ces tout petits œufs? Parce que là, apparemment, ils sont tout petits, c'est ça? Ils sont quoi? Si le crâne est grand comme ça fait un œuf, ouais, tu disais 7 cm. Donc ça fait vraiment Ouais. des os absolument minuscules. Est-ce que c'était un problème de technique à la base, la raison pour laquelle dans les années 70, ils n'ont pas été étudiés? Parce que le premier papier, il est de 2005. Donc, Enfin, le tout premier papier, il est 1979, mais ils n'avaient pas encore préparé les embryons. Et ils les ont que fait, je sais pas comment tu dis, moi, préparé en début des années 2000. Ah oui, Et donc le premier article, c'était 2005, et puis la grande description, c'était 2010. D'accord. Mais c'était une préparation physique. Oui, ouais. oui, oui, physique. Donc avec le, le, Ouais, mais le donc même microburin. ça, Ouais, ça a ça, pris 25 ans presque avant qu'ils puissent physiquement les préparer. mais D'accord. ça, ouais, c'est je sais, ouais, ça, c'est une bonne question de pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, parce que les œufs, enfin, ne serait-ce que d'Amérique du Sud, enfin, ça a commencé dans les années 90. Bah, du coup, après, enfin, 10 ans, ça passe tellement vite. Si personne. Non, mais c'est vrai, pour la paléontologie, en fait, si personne ne s'intéresse à un fossile, d'un coup, l'oublier pendant presque 10 ans, même si c'est quelque chose d'aussi intéressant et unique que des embryons de dinosaures, ça va très vite. Ben, nous, Mais ça fait après, déjà 5 ans qu'on les a scannés aussi. Hein. ouais. Ça D'accord. Ouais, passe bah vite. Non, mais c'est intéressant parce que ça donne une idée du temps de recherche. Parce que tu dis, ouais, effectivement, ça fait 5 ans déjà que tu es allé à Grenoble rencontrer Vincent pour scanner ses œufs. Et Ouais. j'imagine que le projet, il était plus vieux que ça encore, du coup. Je Parce crois- que ça s'organise. ouais, la première fois qu'on en a parlé, ça devait être Oui, 2013. 2014. 2014. Du coup, ouais, la particularité des fossiles en général, ce qui peut être difficile pour les scanner, c'est d'avoir la densité des fossiles qui est trop proche de la roche. Et du coup, quand on veut utiliser un scanner à rayon X classique, ce qu'on va avoir à l'hôpital ou ce qu'on va trouver dans un laboratoire d'imagerie, la difficulté, c'est que ces machines fonctionnent sur les contrastes de densité et si on a de la roche avec de la roche, on peut ne pas avoir de contraste du tout. Donc du coup, c'est là où le synchrotron rentre en scène, parce qu'il a des caractéristiques. Déjà, il produit beaucoup plus de rayons X. Donc on est sur l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards de rayons X de plus qu'un scanner médical. D'accord. On va peut-être donner. Est-ce qu'on peut donner quelques indications? Donc, un synchrotron, c'est un accélérateur de particules. Ouais. Et celui dont tu parles, c'est celui Celui de de. Grenoble, le European Synchrotron Radiation Facility. Donc, le SRF pour les intimes. D'accord. Et donc, donc on parle d'un anneau qui fait quelle taille? Comparé à. Tu parles d'un scanner classique ou médical. Donc, un scanner médical, ça rentre dans une pièce. Ouais. Là, on parle d'un accélérateur de particules donc, qui fait la taille du campus presque entier. Oui. Bah, donc les machines qu'on va avoir, il y a les scanners d'hôpitaux, c'est une première chose, qui sont assez limités en nombre de rayons X qu'ils envoient pour protéger les patients. Parce que les rayons X peuvent être dangereux parce qu'ils détruisent l'ADN, par exemple, ne serait-ce que ça. Oui. Donc ces machines-là, elles sont limitées pour protéger les patients. Après, on a des machines qui sont grosses comme des petits vannes, en fait, qui vont faire 3-4 mètres dans chaque dimension, des gros cubes, et qui permettent de scanner des objets de 1 cm à 25 cm à peu près. Et qui marchent très bien. Ça, c'est des machines. On a des centaines et des centaines dans le monde qui sont utilisées dans l'industrie et puis qu'on trouve de plus en plus dans les musées et les universités aussi, à notre grand plaisir.
parce que c'est plus simple pour nous pour les utiliser. Et donc après, le synchrotron, effectivement, c'est un accélérateur de particules. Il y en a de plusieurs tailles. Celui de Grenoble, où j'ai travaillé, il fait 844 mètres de diamètre. Et du coup, c'est tout de suite un autre ordre de grandeur, 14 ordres de grandeur dans la production de rayons X. Et une analogie que j'aime bien, du coup, avoir plus de rayons X, qu'est-ce que ça fait? C'est comme quand on prend une photo en plein jour et une photo la nuit. C'est plus simple en plein jour parce qu'il y a plein de lumière. Donc là, pareil. Avoir plein de rayons X, ça fait des meilleures images parce qu'il y a plein de rayons X. Et du coup, ça, c'est le premier avantage. Mais le deuxième, c'est une caractéristique des rayons X qui s'appelle la cohérence. Ça décrit à quel point le front d'onde de rayons X est plat. Et pour l'intérêt quand on va avoir ce front d'onde qui va être déformé par différents matériaux, donc par exemple des embryons de dinosaures et des sédiments, même si la densité est très proche, les différences chimiques vont déformer le front d'onde et se traduire en interférences qu'on est capable de mesurer. Et donc, même si on n'a pas de contraste visuel, on arrive à avoir des interférences à la limite entre les deux matériaux. Et donc ça s'appelle l'imagerie en contraste de phase. Et c'est 1000 fois plus sensible au changement de densité que l'absorption classique, ce qu'on a à l'hôpital ou ce qu'on a dans les machines de laboratoire. Donc c'est très intéressant pour la paléontologie parce que du coup on fait des meilleures images parce qu'on a plus de rayons X. On est beaucoup plus sensible et on est dans un cas où on a besoin de cette sensibilité pour mesurer les petites variations de densité entre l'os fossile et le sédiment. Et en plus, le synchrotron, il a un faisceau qui est parallèle. Et c'est-à-dire que du coup, le grossissement qu'on fait dans l'image, ça va être comme un microscope, c'est uniquement avec des objectifs. Donc on a un matériau qui s'appelle un scintillateur, qui convertit les rayons X en lumière visible. Et derrière, on a de la lumière visible et on peut travailler avec n'importe quel objectif. Donc, soit des objectifs photo pour dégrossir l'image, soit des objectifs microscope pour grossir l'image. Et derrière, on peut utiliser des détecteurs CCD, donc qu'on trouve partout, et notamment qui sont développés soit pour la microscopie, soit pour l'imagerie astronomique. Et donc, qui sont développés pour marcher, pour pouvoir être très efficace, collecter le signal très rapidement, avoir très peu de bruit. Et du coup, ça colle aussi bien avec les besoins dont on a dans ce type de mesure. D'accord. Donc, en fait, ça permet de faire des zooms sans agrandir la taille des pixels, quoi, en fait. Donc, avec les instruments de laboratoire, ils vont fonctionner sur une géométrie conique. Le faisceau, il est conique. Et comme quand on a une lampe torche, si on met la main très proche de la source, l'ombre projetée sur le mur elle va être très grande. Donc là, c'est pareil. En bougeant la position de l'objet entre la source et le détecteur, on va changer le grossissement pendant un scan. Et donc, on comprend très vite que si on a la source, qui est un objet physique, et qu'on a notre nid d'œufs de dinosaures, si à un moment on veut zoomer juste pour voir le crâne, on ne va plus pouvoir, parce que sinon on va cracher le fossile dans la source et on risque d'abîmer la source, qui serait vraiment dommage. D'accord, donc ça vous permet d'avoir de la très haute résolution sur... Voilà. D'accord, ce qui est très intéressant pour les tout petits spécimens. Et surtout, oui, parce que... oui, même, ou alors voir des choses à très haute résolution dans un spécimen plus gros. Mais ça permet de zoomer sans avoir au moins la contrainte physique. Donc, je me retourne vers Kimi. Du coup, ça vous a permis quand même de voir des trucs assez ouf. Là, il y a notamment cette histoire de dents. Est-ce que tu peux nous parler là, de ces différentes... il y a différents types dentaires alors que l'embryon n'est pas sorti de l'œuf, quoi. Il a des dents de lait.
Il a des dents de lait, mais dans son œuf. Voilà, il a des dents de lait. Donc, donc déjà le fait que les embryons ils avaient des dents, c'est assez surprenant parce que ça n'avait jamais été confirmé dans ces embryons-ci. Mais ouais, après on a trouvé 2 types de dents. Donc il y a un des types, c'est des dents très très simples et triangulaires. Et le deuxième type, c'est des dents qui ressemblent plus aux dents qu'on observe dans les adultes. Donc avec les, comment tu dis, serrations, je sais pas comment on Ouais, les dit. petites serrations, un peu lancéolées. Voilà. Exactement, ouais. Et donc, moi au début, je m'y connaissais pas trop dans les embryons, donc j'étais très excitée. Je me disais, peut-être que les petits ils mangent des choses différentes que les adultes, etc. Finalement, donc il y a beaucoup de reptiles aujourd'hui, comme les geckos par exemple, quand ils sont encore dans leurs œufs, eux aussi ils ont des dents de types différents. Et ils ont une génération de dents qui vont perdre ou réabsorber quand ils sont dans l'œuf. Et après, ils ont une deuxième génération de dents qui sera présente quand ils éclorent. Et donc, on pense que ce qu'on voit dans les embryons de Massospondylus, c'est la même chose. Donc, les petites dents triangulaires très simples, soit elles seraient expulsées ou elles seraient réabsorbées avant l'éclosion. Et après, les dents avec les serrations, ce seraient les dents que les embryons ont quand ils éclorent. D'accord. Et ça vous aide à déterminer. Est-ce que ça vous a aidé à déterminer l'âge des embryons ou est-ce que vous avez utilisé autre chose? Donc c'était un des aspects. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle on pense qu'ils sont beaucoup plus jeunes, parce qu'ils ont encore beaucoup de ces dents de lait. Donc les petites dents triangulaires très simples, ils en ont encore beaucoup. Donc ils ont encore environ 50% de leurs dents sont des dents de cette première génération, nulle génération. Donc ça veut qu'ils les ont pas encore perdus, ils les ont pas encore réabsorbés. Donc ils sont plus jeunes que ce qu'on pensait. Après on a aussi regardé les os de la boîte crânienne, il y a les os du crâne et on peut regarder l'ordre dans lequel ces os apparaissent dans l'embryon et on les compare aux saurians d'aujourd'hui, donc les crocodiles, les tortues et les oiseaux. Et ils ont l'ordre dans lequel ces os apparaissent sont pratiquement exactement les mêmes. Et donc après, on peut comparer quels os sont présents dans nos embryons et on peut essayer de voir où est-ce qu'on pense qu'ils sont dans leur développement. D'accord. Et donc, vous avez trouvé un genre de pattern généralisé, donc quelque chose qui est commun non seulement aux dinosaures, mais à tous les reptiles, c'est ça? Ouais, en gros. Et même les D'accord. mammifères, ils ont un pattern très, très, très similaire, qui est aussi D'accord. intéressant. Donc, ça va dans quel ordre? Grosso modo, c'est de l'avant en arrière, d'arrière en Ouais, c'est ça avant. en plus, c'est de l'avant vers l'arrière en fait. Les tout D'accord. premiers os qui apparaissent, c'est les os de la mâchoire, la pointe de la mâchoire. Ouais. Et D'accord. après, ces os-là en plus grandissent de l'avant vers l'arrière. Et après, les derniers os à arriver, ça va être dans la boîte crânienne et dans l'articulation de la mâchoire. Ouais. D'accord. Donc, c'est le coin le plus compliqué qui arrive en dernier, en fait, finalement. C'est la région la plus complexe qui arrive en dernier. Ouais. C'est marrant, ça, comme. C'est aussi parce que du coup, quand on regarde un embryon de crocodile, ou même d'oiseau ou tout ça d'ailleurs, mais je dis ça parce que j'ai plus regardé les embryons de crocodile. C'est le cerveau, il est gigantesque par rapport à la boîte, par rapport au squelette qui est en train de se développer. Et le cerveau, il sort du crâne au début. Oh. Mais en fait, tous les os, on va avoir le cerveau qui est là, les os qui sont là, et au fur et à mesure, les os vont grandir et tout grandit en même temps, le cerveau, la boîte crânienne, tout ça, mais arriver au moment de l'éclosion, on a on a les os qui finissent par englober le cerveau et c'est tant mieux en fait. On peut éclore avec le cerveau. Ouais, le cerveau qui se promène encore. Ouais, voilà. D'accord. Et alors c'est marrant. Du coup, je reviens vers Kimi puisque tu es de retour. Donc, Kimi, tu nous parlais justement de ses dents. Je vais forcément avoir la question dans les commentaires, alors je te la pose. À quoi elles servaient ces petites dents très simples?
Donc ça, c'est une à- conversation qu'on a eue avec Vincent il n'y a pas longtemps, justement. Parce que même dans les reptiles d'aujourd'hui, finalement, on n'est pas très sûr pourquoi ils ont ces deux types de dents. Donc les crocodiles, les geckos, etc. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être demander à Vincent, parce que j'aimais beaucoup l'hypothèse de Vincent, en fait. Donc, il faudrait peut-être que Vincent l'explique. Donc en fait, oui, c'est ça. On a eu cette question et le pourquoi on a une première génération de dents qui est très simple, qui ressemble à... En fait, le type de dent le plus simple qu'on peut faire, c'est juste un petit cône. Et plus tard, on a les dents qui ressemblent, qui sont plus caractéristiques de cette espèce. Alors, ça a l'air assez complexe. Le pourquoi, ça implique pas mal de choses. Mais il y a un truc qui semble, dans les espèces où on voit ça, et ce qui est vrai aussi pour les embryons de Massospondylus, c'est que les premières dents, cette génération nulle, ces petites dents coniques, elles utilisent une c'est quoi, une alvéole, on dit, pour les dents? Une position dentaire. Ouais, enfin, elles sont sur toutes les positions possibles, elles se développent qu'une position sur deux. D'accord. Ensuite, la génération d'après, qui a la forme caractéristique de cette espèce, un peu plus caractéristique, elle va utiliser l'autre position. Du coup, si on avait les premières séries sur les dents paires, ben là, ça va être les dents impaires. Et juste avant l'éclosion, on va avoir une troisième série de dents qui arrive et qui remplace la première. Et donc, soit elles sont réabsorbées, soit elles sont perdues, la première génération nulle. Et du coup, on arrive au niveau de l'éclosion avec un set complet de dents caractéristiques de l'espace et fonctionnelles. Parce que les premières sont trop petites, elles auraient pu servir à rien. Du coup, comme tous ces animaux chez qui on voit les crocodiles, certains lézards et du coup ces dinosaures, au moins chez les espèces modernes, on sait que le remplacement dentaire, c'est quelque chose de cyclique et qui, une fois que c'est démarré, ça remplace. Et ça remplace de différentes manières chez différentes espèces, mais dans certains cas, ça remplace une dent sur deux à chaque fois. Ce qui est tant mieux, comme ça, on ne perd pas toutes ses dents d'un coup, on perd que la moitié. Et du coup, on remplace, on a une nouvelle série, on perd l'autre moitié, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on voit, c'est la mise en place de ce cycle de remplacement dentaire et qui commence alors que tout n'est pas encore prêt. Finalement, démarrer le cycle de reproduction dentaire, ça a l'air plus important que d'être sûr qu'on est capable de faire des vraies dents au départ. Parce que le résultat, c'est que au moment de l'éclosion, grâce à ce remplacement, l'animal il a toutes les dents fonctionnelles et caractéristiques de l'espèce. Donc en fait, le premier cycle, il commence trop tôt. Il commence alors que les cellules, elles sont pas encore prêtes à faire des dents comme il faut. D'accord. Donc ce serait un tour de chauffe, en fait. En quelque sorte, ouais. Mais alors, pourquoi commencer ça plus? Je pense qu'il n'y a pas de... c'est juste le remplacement. C'est sûrement aussi qu'il y a des espèces plus vieilles qui avaient des dents plus simples et qui faisaient aussi des remplacements dentaires. Et peut-être que la première génération, elle était tout à fait caractéristique de leur espèce. Et que du coup, c'était juste... on commençait le système de remplacement dentaire et puis c'était tout le temps les mêmes dents. Et on a eu des dents plus complexes chez d'autres espèces, comme chez Massospondylus. Il faut plus de temps pour que toute l'usine se mette en marche dans la mâchoire pour préparer la vraie forme. Et au final, le remplacement dentaire, il commence toujours au même moment, mais il faut quand même un peu plus de temps pour que toutes les cellules soient bien fonctionnelles, que toute l'usine se mette bien en marche. Et ça n'a pas du tout influencé le démarrage du remplacement, qui commence quand les dents elles sont à peu près quand les cellules sont capables déjà de minéraliser de l'émail et de la dentine. D'accord. Donc ce serait un genre de reliquat
d'un ancêtre qui avait des dents très simples et qui pouvait se permettre de produire des dents très simples n'importe quand dans sa vie, mais sauf que Massospondylus, lui, il a des dents plus compliquées, et du coup, il commence trop tôt, et du coup, il n'est pas capable de produire la morphologie complexe lancéolée dès le départ, quoi. Donc ça n'a pas de fonction particulière, c'est plus un accident. Ouais. Mais au moins, D'accord. mais l'important, c'est vraiment de démarrer le cycle de remplacement pour être sûr qu'il y ait assez de dents à l'éclosion. Parce que même un crocodile, ça n'a pas des dents spécialement compliquées. Ouais. Elles vont avoir quelques rainures, elles vont avoir... non, elles vont même pas avoir de serration, enfin ça dépend des espèces. Mais enfin, elles ont des dents assez simples, coniques. Mais la première génération, cette génération nulle est encore plus simple. Enfin, c'est vraiment des petits cônes, pas courbés, sans rainures, rien du tout. D'accord. Donc, Et toute petite aussi. Ouais. D'accord. Puis là, je regardais aussi la morphologie du crâne, et du coup, on voit bien tous les os qui sont isolés les uns des autres. Et donc, Kimi, tu t'es quand même bien galéré à tout colorier. Donc, C'était est-ce que tu chouette. peux est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Est-ce que déjà le crâne, tel qu'il est présenté dans la publication, est-ce qu'il ressemble vraiment à ça sur le fossile, ou jusqu'à quel point il a fallu que tu bosses sur les os, dans quel état ils étaient à la base, et combien de temps il faut pour avoir le résultat que tu as mis dans la publication avec tous les os bien organisés? Donc, ça peut prendre quelques heures, non? ouais, 1 heure et demie. Non, donc, on savait qu'on avait déjà 2 crânes d'embryons parce qu'ils avaient déjà été physiquement préparés. Il y en a un qu'on voit du côté, il y en a un qu'on voit du haut. Après, une des grandes questions qu'on se posait aussi, c'est est-ce qu'il y avait d'autres embryons dans les autres œufs? Parce qu'on a 7 œufs en tout, et il n'y en a que 2 qui ont été préparés. Malheureusement, on a que trouvé un embryon en morceaux dans un 3e œuf, mais sinon, les 4 autres œufs, ils étaient vides. Mais il y avait encore des os du crâne dans le 3e embryon. Donc après, il fallait reconstruire donc les 3 crânes différents, et après choisir les os qui étaient les mieux préservés, si je peux dire, et après les remettre ensemble pour essayer de remettre les crânes, je sais pas, d'une façon à laquelle ils auraient ressemblé en réalité. Parce qu'ils sont un peu... Ils sont tout écrasés, en fait, les crânes. Ouais. Donc, sachant qu'à la base, générer en 3 dimensions les fragments de crâne, c'est pas un processus automatique du tout. Non. Donc déjà, en plus, comme ils sont écrasés, ils se touchent tous. Donc tous les os se touchent. Ils sont pas nécessairement là où ils devraient être. Comme c'est des embryons, ils sont pas complets. Donc ouais, et ils sont tout petits aussi. Donc ça a pris du temps. Voilà. Et donc, faut tout sélectionner. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer le processus qu'on appelle la segmentation? Donc tu colories en gros. Enfin, tu connais ça bien, Julien. Oui, mais je veux que ce soit toi qui le dise. Ouais. Donc en gros, quand on reçoit les scans de Vincent, qui ont aussi pris énormément de temps à procéder, il a dû faire beaucoup de travail dessus. Après, on reçoit un stack ou une pile de scans, et il faut passer son temps à passer dans chaque tranche du scan et colorier en fait chaque os d'une couleur différente, jusqu'à ce qu'après on puisse prendre toutes ces tranches et les remettre ensemble pour avoir un os en 3 dimensions. D'accord. Donc c'est comme des diapositives, comme si on s'amusait à découper en fait chaque élément d'un millier de diapositives en fait pour toutes les coller ensemble à la fin, et que ça fasse un truc en 3 dimensions. Ouais. Et comme c'est des scans du synchrontron, il y a aussi énormément de data. Donc, ouais. Donc c'est des gros fichiers en plus. Ouais. Ouais. Non, mais parce que c'est juste qu'on peut avoir la fausse impression que dis donc, ils sont vachement bien préservés, ces embryons. Quand on regarde la figure que tu as publiée, en fait, on peut avoir la fausse impression que, dis donc, on les voit bien. Mais non, on les voit pas si bien que ça. Finalement, on les voit pas si bien que ça sur l'original. Ça prend du temps, ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, il y a un truc aussi avec le crâne, c'est les proportions. Enfin, les proportions sont pas du tout celles d'un Massospondylus adulte.
Non, c'est vrai. Mais bon, donc ça on le savait déjà parce qu'on a des massospondylus, des bébés dont le crâne sont environ comme ça. Donc, je sais pas moi, 7 à 10 centimètres. Et ils ont, comme dans beaucoup des animaux aujourd'hui, ils ont des très très grands yeux et ils ont un museau très raccourci aussi. Et c'est vrai que dans l'embryon, si on regarde, ils ont un museau très 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 raccourci et ils ont des yeux vraiment vraiment énormes. Donc ouais, les proportions sont très différentes de celles des adultes qui ont un museau beaucoup plus long et des yeux beaucoup plus petits. D'accord. Ok. Et du coup, ça, c'est pareil. On va aussi me poser la question, est-ce qu'il y a une fonction derrière ça? Et quel est ou est-ce que c'est juste le pattern généralisé C'est un pattern généralisé. Donc les yeux, même dans tous les animaux qu'on voit aujourd'hui, les yeux grandissent pas. Donc, quand on est, on a tous des yeux beaucoup plus grands proportionnellement à la taille de notre crâne. Et c'est pareil dans Massospondylus. Et, euh, et ouais, le museau grandit dans tous les dinosaures d'ailleurs. Après, je sais pas si c'est vrai dans les reptiles d'aujourd'hui. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'imagine que oui. Traditionnellement, je demande, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous vouliez parler? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça, Kimi? Non, ils n'étaient pas faciles à scanner les œufs. Je suis sûre que Vincent se souvient. On en a passé des heures et des heures et des heures et des heures à Ouais, faire des moulages, à mettre plein de choses. Mais bon, après ça, c'est. C'est-à-dire, du coup, vous en avez bah, trop dit, là, je veux savoir. C'était du coup, marrant en fait, finalement. Pardon. le nid, il fait presque 15 cm par 15 à peu près. Ouais, environ, Dans les on va grandes dire. lignes, ouais. Enfin, c'est un Ouais. petit. Mais il est plat, ouais. Voilà, il fait quelques centimètres d'épaisseur. Et c'est un objet, c'est pas du tout adapté pour un scan rayon X. Parce que du coup, le principe de la tomographie, c'est de mettre un objet, de faire tourner à 360 degrés et d'enregistrer des radios. Et plus on a un signal qui est relativement homogène pour l'objet en général, mieux c'est. Donc l'idéal, c'est un cylindre. Et du coup, un objet plat, c'est l'inverse de ce qui est idéal. Parce que quand l'objet il est face au rayon X, il est relativement fin, donc il laisse passer beaucoup de rayons X. Et quand il est dans l'autre sens, il est très épais et il laisse plus passer grand-chose. Et la différence entre les deux angles peut parfois causer des problèmes d'imagerie qui obscurcissent ce qu'on veut voir à l'intérieur. Donc on était parti sur le principe au départ de reconstituer un cylindre. Et on a moulé des demi-cylindres de plâtre qu'on devait mettre face devant et derrière le nid pour que le tout soit cylindrique. Et à la limite parce que du coup il y a l'embryon et tout ça, il fallait qu'on ait une couche de protection parce qu'on voulait certainement pas. C'est des spécimens qui sont uniques, qui sont petits, qui sont fragiles. Et du coup, il fallait qu'on arrive à mettre quelque chose entre les deux pour pouvoir mettre ces deux demi-cylindres. Et au final, ça a pris un temps fou, je pense. C'est un temps fou. Ça nous a pris une journée, mais une journée à préparer ça sur des spécimens aussi délicats et aussi uniques. C'est une journée stressante. Oui, c'est stressant. Et puis surtout, quand on est Kimi en thèse et moi, jeune postdoc, personne n'a envie d'avoir la responsabilité d'avoir cassé un truc pareil. Ouais. Et du coup, on a préparé ça, on a réussi, c'était nickel. Enfin, on a bien réussi, on a bien travaillé et on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait. Sauf qu'au final, ça n'a pas marché. Et les images étaient encore pires. Les images elles étaient moches. Ouais. Et je pense que c'est possible que le problème vienne du plâtre qui est microporeux, qui est plein de petites bulles et du coup ça crée plein d'interférences. Et du coup, les images, elles étaient horribles. Du coup, on a tout enlevé et on l'a juste scanné comme ça, en fait. Je crois qu'on n'a rien mis, en fait, on l'a juste scanné. Oh, non, après, on avait essayé avec les petites billes en verre oui. qu'ils utilisent sur les bateaux. Et puis ça aussi, ça n'avait pas marché. Puis finalement, je crois la troisième fois, on a dit, bon, écoute, on va juste essayer de le mettre comme ça. Et finalement, ça a super bien marché. On aurait peut-être dû commencer avec ça.
Donc, Ouais, mais je crois qu'on a perdu 5 jours environ, ou 4 jours à essayer de les scanner de façon différente. Mais bon. ouais, mais c'est par expérience. Quand on fait des crânes d'hominidés, ça a toujours mieux marché quand on les mettait dans un tube et qu'on mettait des billes du sable, en gros, pour homogénéiser le signal. C'est logique. Les terriers d'Afrique du Sud, c'est pareil, c'était comme ça. Et du coup, là, on est parti sur le même. Il faut qu'on refasse un cylindre, on va faire ça bien avec. Puis hop. Et non. Mais bon, c'est pas grave, ça a marché. Ouais. Non, c'est une longue. C'est une chouette aventure, tu vois. C'est ça, c'est quand on arrive au moment où il faut qu'on parle à la presse et qu'il faut qu'on. D'un coup, il faut qu'on se dise. Quand est-ce que vous l'avez scanné déjà 2015. Waouh, putain, ça fait 5 ans. Là, du coup, ça prend une petite claque. Mais ouais, non, c'était compliqué. C'est une étude qui est compliquée, mais qui est hyper gratifiante. C'était compliqué de les scanner, c'était compliqué de préparer les données pour Kimi. Ça a dû me prendre 6 mois. Ça a pris 6 mois environ. Ouais. Ça m'a pris 6 mois de travail pour que Kimi ait les données. Après, Kimi, tu as bien dû passer pareil 6 mois pour la segmentation. Ouais. Puis après, on a dû trouver les scans des autres aussi. Donc ça aussi, ça a pris du temps. Et du coup, voilà, c'est un projet qui, en gros, entre le moment où on commence à acquérir les données, il faut presque 1 an et demi avant d'avoir enfin le matériel qui permet de travailler. Mm-hmm. Et du coup, là, voilà. Puis après, il y a toutes les difficultés de la publication. Ça, pareil, c'est un processus qui prend du temps et tout ça. Donc, de voir maintenant toutes ces belles images dans les médias, c'est très gratifiant. C'est un beau travail. Okay, cool. Je dis ça et je regarde Kimi, mais si je le dis pas, ça marche pas. Go team. Ok. Donc oui, félicitations pour votre publication. Encore une fois, donc c'est vrai que c'est vraiment du très très beau travail et ça donne ces images, ça donne vraiment envie de savoir tout ce qu'il y a derrière. Et j'encourage très fortement nos auditeurs à aller voir, à aller lire cette publication qui est en open access. Donc vous ne paierez pas pour la télécharger. Et voilà, je vous dis merci beaucoup pour m'avoir accordé de votre temps en cette période de confinement. Et puis, je dis à tout le monde à très bientôt et joyeuse Pâques. Ciao. Salut. Bye.